Ok. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette réunion d'information publique qui a pour thème la thrombose et la COVID-19. Cette réunion est organisée par Madame Francine Watkins, conseillère consulaire et donc conseillère des Français de l'étranger, ainsi que son équipe, et avec comme invité le docteur Grégoire Le Gall. Pour cette réunion, vous allez avoir trois organisateurs, trois animateurs, dont je fais partie. Je m'appelle Thomas Brossas. Vous aurez aussi Solange Strom et Yann Alexandre Girard. Comme vous l'aurez compris, pour cette réunion, le format par Zoom, c'est toujours un petit peu particulier. Ça va être 60 minutes. Vous pourrez poser toutes vos questions par écrit et donc notre équipe d'animateurs se chargera de poser les questions à notre invité. Les micros, évidemment, doivent rester coupés juste pour pour éviter les bruits parasites et que tout le monde puisse entendre convenablement ce qui va être dit. C'est une réunion qui est enregistrée. Une équipe qui est à votre écoute, ça, vous pourrez le constater durant toute la réunion. Et évidemment, donc vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, préparer vos questions par écrit. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont d'ores et déjà envoyé leurs questions par email. Donc, pour cette réunion, l'agenda est très simple. Dans quelques instants, je vais introduire Francine qui va avoir un mot de bienvenue pour vous tous et qui va aussi présenter le docteur Le Gall qui nous donnera un exposé sur la thrombose liée au Covid. Ensuite, nous aurons Solange qui s'occupera de poser des questions, ainsi qu'Yann d'ailleurs, poser des questions au docteur Le Gall. S'en suivra une petite conclusion et évidemment, que ce soit l'enregistrement ou cette présentation, ça vous sera envoyé à la fin de la réunion. Donc sans plus attendre, merci à Francine Watkins pour son mot de bienvenue. Merci Thomas. Chers amis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Francine Watkins et je suis votre conseillère des Français de l'étranger depuis 7 ans. Comme vous le savez probablement, le 29 mai se déroulera au Canada l'élection des conseillers des Français de l'étranger. À cette occasion, j'ai décidé de poursuivre mon engagement à vos côtés en menant une liste emblématique composée d'une équipe intergénérationnelle, diverse, compétente et engagée auprès de la communauté française de l'Ontario et du Manitoba. Cette équipe partage les mêmes valeurs que moi, soit celles de justice sociale et fiscale, d'intégrité, de solidarité, de diversité et d'engagement associatif, citoyen et écologique. J'aimerais vous présenter très rapidement cette équipe. Yann Alexandre Girard, cadre hospitalier universitaire. Solange Strom, chef d'entreprise et conseillère du commerce extérieur. Thomas Brossas, spécialiste des ressources humaines. Sabine Soumaré, directrice des communications et marketing. Frédéric Rivière, directeur d'école. Et Bénédicte Bruder, interprète de conférence. Notre conférencier, le professeur Le Gall, est le chef du service de thrombose de la division d'hématologie de l'hôpital d'Ottawa, professeur à la faculté de médecine d'Ottawa et chercheur principal et directeur de l'équipe de recherche sur la thrombose à l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa. Il travaille également à l'hôpital Montfort à Ottawa en tant que médecin à la clinique de thrombose et chercheur associé à l'Institut du savoir Montfort. Le docteur Le Gall a obtenu son diplôme de docteur en médecine à l'Université de Brest en 1997 et sa spécialisation en médecine interne en 2004. Il a obtenu un master d'épidémiologie de l'Université Paris 11 et un doctorat en épidémiologie de l'Université de Brest en 2007. Il a suivi une formation postdoctorale en angiologie à l'hôpital universitaire de Genève puis à Ottawa en 2008. Le docteur Le Gall a été nommé professeur de médecine interne à l'Université de Brest avant d'être nommé à l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa en 2012. La thématique de recherche du docteur Le Gall est le diagnostic et la prise en charge de la maladie thromboembolique veineuse, TEV. Le docteur Le Gall compte plus de 400 publications évaluées par des pairs. Il est titulaire de la chaire de recherche sur le diagnostic de la thrombose du département de médecine de l'Université d'Ottawa et d'une bourse de clinicien chercheur de la Fondation des maladies du cœur du Canada.
Sans plus attendre, je cède la parole au docteur Le Gall, qui va faire un exposé sur le sujet et qui répondra ensuite à vos questions. Docteur Le Gall, la parole est à vous. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Et puis, alors, c'est sûr que c'est la thrombose. On ne s'attendait pas, il y a 1 an de ça ou il y a 13 mois de ça, si vous m'aviez dit qu'on allait autant parler de thrombose en 2020 et 2021, je ne vous aurais pas cru, parce que particulièrement même quand, évidemment, quand l'épidémie a commencé, où tout le reste s'est mis à l'arrêt et où nous-mêmes, on se disait, bon, nos affaires de thrombose, on va les remballer pour parler, parce que ça ne va pas intéresser grand monde. Et puis finalement, très très vite, c'est devenu vraiment un sujet de préoccupation majeur chez les patients Covid. Et puis plus récemment encore, dans la suite de la vaccination. Et puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions aussi là-dessus. Alors peut-être et puis je ne veux pas faire un exposé trop théorique, mais peut-être juste redire de quoi on parle. Et puis ensuite, donc il y a déjà quelques questions, donc je sais en gros où sont les inquiétudes principales, disons, ou les choses dont on avait envie de parler, mais n'hésitez pas, donc s'il y a des choses dans ce que je dis qui ne sont pas claires ou vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas donc à envoyer les questions par le chat. Moi, je vais être assez court dans une petite présentation pour laisser le maximum de place à la discussion et aux questions. Donc, quand on parle de thrombose, donc ça veut dire, c'est le mot scientifique pour dire caillot de sang. Et puis, le caillot, donc c'est le sang qui coagule. Et puis finalement, cette coagulation, le rôle que ça a, c'est d'arrêter de saigner, hein. Et donc, quand on se coupe, on active notre coagulation pour immédiatement arrêter le saignement à l'endroit où on s'est coupé. C'est à ça que ça sert. Et puis, la façon dont ça fonctionne, la façon dont ça peut fonctionner aussi rapidement, puisque vraiment c'est un phénomène qui ne prend que quelques secondes, c'est que dans notre sang, on a en permanence des facteurs de la coagulation, qui sont des protéines qui circulent, mais de façon inactivée. Et puis, quand elles rentrent en contact avec l'extérieur du vaisseau, c'est-à-dire que tant qu'elles sont dans le vaisseau, tout va bien, mais dans la paroi de nos vaisseaux sanguins, on a quelque chose qui est capable de déclencher le mécanisme et qui est capable d'activer en cascade toutes ces protéines de la coagulation. Et c'est ce qui fait que dès que le sang rentre en contact avec quelque chose à l'extérieur de notre vaisseau, dans la paroi du vaisseau, on déclenche une coagulation. Alors, c'est un phénomène tout à fait normal. Et puis, pour éviter que ça prenne des proportions trop importantes, et puis que juste parce que je me suis coupé là, je ne commence pas à faire une thrombose très étendue, j'ai aussi des anticoagulants naturels. Et tel que je suis en ce moment, les deux systèmes s'équilibrent pour ne pas créer de thrombose anormale. Alors, parfois, il y a des gens qui vont manquer de ces facteurs de coagulation. Par exemple, c'est les hémophiles, hein. Si je n'ai pas assez de mes protéines de coagulation, je ne suis pas capable d'arrêter les caillots et donc je saigne très facilement, hein. Et puis, à l'inverse, on a des gens dont on dit qu'ils ont une thrombophilie, ou bien parce qu'ils ont trop de protéines de coagulation, ou bien à l'inverse parce qu'ils ont un système d'anticoagulation qui est déficient. Alors, ça explique aussi assez vite pourquoi est-ce qu'on fait des thromboses. Et c'est une pathologie qui finalement n'est pas si bien connue, mais qui est quand même très, très fréquente. On dit que 1 à 2 personnes pour 1000 par an va faire une thrombose. Alors, sur un pays comme le Canada, 35 000 habitants, donc 35 millions, pardon, donc on va avoir entre 35 000 et 70 000 cas de thrombose chaque année. Ça commence souvent dans les jambes, ce qu'on appelle la phlébite ou la thrombose des membres inférieurs, dans les veines. Et puis, ces caillots-là, parfois, peuvent se détacher, puis voyager dans notre système veineux, rejoindre le cœur, puis les poumons, provoquer ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Et c'est ça qui les rend dangereux, parce que s'il y a une trop grande partie de nos vaisseaux pulmonaires qui est embolisée, nos vaisseaux ne peuvent plus récupérer l'oxygène, recracher le dioxyde de carbone. Ça provoque un essoufflement, mais in fine, ça peut vraiment provoquer un manque d'oxygène qui peut être fatal. Donc, c'est ça la gravité de la maladie. Finalement, c'est à distinguer de ce que il y a d'autres types de caillots, c'est-à-dire que par exemple, un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral, c'est aussi causé par des caillots, mais c'est une pathologie qui est assez différente. C'est-à-dire ça se produit dans les artères. Là, c'est souvent plutôt, vous savez, ce qu'on appelle l'athérosclérose, c'est-à-dire la plaque d'athérome qui s'est constituée
juste par l'âge ou par le tabac, le cholestérol, etc., et qui font qu'on encrasse nos artères. Et puis parfois, ça, c'est capable justement de se rompre, la plaque, ça se rompt. Et dans le vaisseau, dans la paroi du vaisseau, on a à nouveau ces facteurs qui sont capables d'activer la coagulation et de déclencher le caillot. Ça fait que si on repart sur les facteurs de risque de thrombose veineuse, tout ce qui fait saigner va faire thromboser. Alors, si vous avez une chirurgie, par exemple, le chirurgien va couper, vous allez saigner, ça va déclencher votre coagulation pour arrêter l'hémorragie de l'intervention. Mais parfois, il se peut que ce caillot, cette coagulation s'active de façon trop importante et déclenche une thrombose. Alors, on voit beaucoup de thromboses chez les gens qui ont fait une chirurgie de prothèse de hanche ou de prothèse de genou, par exemple. On dit aussi que les longs voyages, par exemple, c'est un autre, ou bien les hospitalisations, les gens qui sont coincés dans un lit d'hôpital, c'est un facteur de risque de faire des caillots. Et là, c'est plus à cause de la stase sanguine et puis du fait que quand on est assis de façon très prolongée ou allongé de façon très prolongée, le sang ne circule pas très bien dans nos veines. Autant du côté artère, le cœur pompe et il éjecte le sang de façon comme ça, très rapide, et donc le flux est très rapide. Autant côté veine, le flux veineux est plutôt très lent, et c'est surtout quand on marche que le flux veineux, la circulation veineuse va se faire. Alors, il y a aussi, et donc c'est vrai qu'on typiquement, on connaît beaucoup cette affaire-là, des thromboses qu'on peut faire après un voyage en avion, par exemple, si on n'a pas marché assez ou si on n'a pas fait circuler le sang pendant le voyage. Il y a d'autres, il y a des maladies qui vont donner des thromboses. Alors le cancer, ça fait ça. Il y a toutes les maladies infectieuses peuvent aussi, par la réaction inflammatoire, a tendance à activer la coagulation. Et donc on voit des problèmes de thrombose veineuse chez les gens qui ont des maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn, ou vous voyez, enfin, des choses comme ça aussi. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que effectivement, dans la Covid, on a très vite réalisé qu'il faisait une activation de la coagulation qui était assez fantastique, assez incroyable par rapport à ce qu'on connaît, beaucoup plus importante que ce qu'on voit chez des patients qui ont une pneumonie classique ou une grippe, ou avec vraiment des activations de coagulation qui étaient très, très, très importantes. Ce qui fait que dès mars de l'année dernière, on a commencé à voir des rapports arriver de Chine en disant attention, on a des gens qui ont des coagulations vraiment hors de contrôle. Et ils avaient déjà commencé d'ailleurs à leur donner des anticoagulants, donc de l'héparine, pour essayer, et ils avaient remarqué que ça pouvait avoir un bénéfice en termes de mortalité. Et il y avait une des questions là qui disait qu'est-ce qu'on a comme traitement, enfin, ou le rôle du traitement anticoagulant. En fait, il y a tout un tas, on parle beaucoup des traitements très médiatiques, là, on a parlé d'hydroxychloroquine, on a parlé de tout. C'est vrai qu'on a relativement, on n'a pas de traitement finalement contre la Covid, mais il y a beaucoup d'études qui sont en cours pour essayer de regarder si un traitement anticoagulant, donc d'amincir le sang, éviterait justement l'apparition de ces caillots et permettrait d'améliorer les choses. Parce qu'en fait, on s'est aperçu aussi que de nombreux cas, vous savez, vous avez entendu parler, souvent les gens qui ont la Covid, au début ça va, c'est une infection, ils ont de la fièvre, ils toussent, ils ont peut-être un peu de mal à respirer, mais on a l'impression qu'il y a un moment où tout dégringole et que quelques jours après le début de l'infection, certains patients continuent à aller bien et puis d'autres vont franchement plus mal très rapidement. Et alors on a parlé, on dit qu'il y a un orage inflammatoire, un orage immunitaire, mais une partie de ce problème-là, c'est aussi que leur sang se met à coaguler dans leurs poumons, et ça pourrait expliquer en partie pourquoi de façon très rapide, ils deviennent comme ça, ils manquent très rapidement d'oxygène, et il faut les hospitaliser, les intuber, etc. Ce qui fait que la thrombose a certainement un rôle dans la dégradation de ces patients-là. Et puis maintenant qu'on a un peu de recul sur la Covid, les études montrent que les patients qui sont hospitalisés pour Covid, 10% d'entre eux vont faire une complication thrombotique, thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire. Et s'ils sont hospitalisés en réanimation, aux soins intensifs, ce risque-là monte à au-delà de 25%. Donc c'est vraiment extrêmement, extrêmement commun comme complication de la Covid.
Et donc, à nouveau, on a plein d'essais randomisés, des essais cliniques qui sont en cours. Vous savez, souvent, quand les gens sont admis à l'hôpital, surtout après les chirurgies, mais même si vous êtes admis à l'hôpital et puis que vous êtes dans un lit parce que vous avez un problème de santé, vous ne pouvez pas en bouger, ben, on vous donne une petite dose d'anticoagulants, des injections d'héparine chaque jour pour éviter la coagulation. Et là, donc, chez les patients Covid, on essaye de voir s'il ne faudrait pas leur en donner finalement une dose plus importante, voire même une dose de traitement complet, comme s'ils avaient déjà une thrombose ou une embolie constituée, pour éviter qu'ils ne fassent des caillots et qu'ils se dégradent. Voilà, donc ça c'est un peu là. Alors, et on voit aussi d'ailleurs une augmentation du risque d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral chez les patients avec Covid, à nouveau très probablement à cause de cette activation de la coagulation. Mais c'est vrai que le risque veineux, thrombose veineuse, embolie pulmonaire, a l'air d'être bien plus prééminent. Donc ça, c'était ce qui nous a occupés en 2020, avec beaucoup d'études qui ont été lancées à travers le monde. Et puis, on a des projets collaboratifs avec l'Organisation mondiale de la santé, essayer de regrouper ces états-là de la même façon que ça a été fait pour la dexaméthasone, par exemple, où on a réussi très vite à montrer que ça sauvait des vies, en regroupant toutes les études qui étaient faites comme ça au niveau mondial. Et donc, on est en train de faire un peu la même chose pour les études qui testent les anticoagulants chez les patients avec Covid. Et puis, plus récemment, la nouvelle crise, entre guillemets, c'est la crise de ces thromboses post-vaccination. Et puis ça, alors c'est un peu compliqué parce que, bon, c'est sujet d'actualité évidemment, mais tout en réalisant, je suis évidemment extrêmement prudent parce que, pour vous dire, le premier cas de ça, et ça montre à quel point on vit une époque complètement incroyable, c'est que le premier cas s'est produit il y a moins de 2 mois, ou il y a juste 2 mois. Hein. Et on a l'impression que toute la planète sait déjà presque tout à ce sujet-là, alors qu'en fait, la vérité, c'est qu'on a extrêmement peu de recul, évidemment, puisqu'il y a 2 mois et demi ou 3 mois, personne n'avait jamais encore fait ce type de manifestation-là. Alors au début, on entend parler fin février en disant, oh, tiens, on a vu des thromboses chez les patients après vaccination. Et puis ça, moi, ma première réaction, c'était des thromboses, il y en a beaucoup. Comme je vous ai dit, au Canada, il y en a 50 000 par an peut-être. Donc, ça veut dire que chaque semaine, il y a 1000 Canadiens qui font une thrombose. Hein. Et donc, la première réaction, c'était de dire, c'est tout à fait possible que du fait du hasard, dans la semaine qui suit une vaccination, quelqu'un fasse une thrombose. Ça n'a rien de spécial, entre guillemets, ou rien d'inquiétant. Et quand on regardait dans les bases de données, par exemple en Angleterre, assez vite, on s'est dit, non, finalement, le nombre d'embolies pulmonaires ou de thromboses veineuses profondes des membres inférieurs qu'on voit, il est même plutôt moins important que ce qu'on s'attendrait. Hein, il y avait 10 millions de vaccinés avec l'AstraZeneca fin février en Angleterre. Et le nombre à nouveau, donc sur 10 millions, dans le mois qui suivait, ça aurait été complètement normal d'attendre plusieurs milliers de thromboses et on n'avait pas ça. Mais ce qui finalement s'est aperçu très vite, c'est que ce n'était pas nos thromboses veineuses typiques, veineuses profondes, embolie pulmonaire dont je vous parlais plus tôt, mais que c'était vraiment un tableau clinique complètement particulier, complètement spécifique. D'une part, par le fait que c'était souvent des thromboses veineuses cérébrales, qui est une chose qu'on voit, que je vois de temps en temps en tant que médecin de thrombose, mais extrêmement moins fréquemment que des thromboses veineuses profondes ou des embolies pulmonaires. Hein. Vraiment, c'était très, très rare. Ça arrive, mais c'est rare. Et surtout, donc, il y avait cette baisse de plaquettes en même temps, qui est un peu paradoxale parce que habituellement, c'est plutôt les plaquettes, c'est une des cellules dans notre sang qui sert à faire du caillot aussi, parce que, comme je vous ai dit, quand ces protéines de coagulation se déclenchent, elles vont attraper les plaquettes dans leur filet, elles vont faire des espèces de filets de fibrine, comme ça, des maillages de fibrine, elles vont attraper les plaquettes et c'est ça qui fait que le caillot, il prend vite une taille significative. Bon. Alors, d'habitude, quand on n'a pas assez de plaquettes, on a tendance à ne pas faire de caillots. Hein. On a plutôt, vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler de ça, du purpura thrombopénique. Alors, en général, quand on manque de plaquettes, on a plutôt tendance à saigner qu'à faire des caillots. Et donc, finalement, à nouveau, très, très vite, il y a un mois de ça, où on s'est aperçu que ces patients-là qui avaient fait des thromboses veineuses cérébrales, en fait, ils avaient fait une réaction qui était immunitaire et où ils avaient développé ce qu'on appelle des auto-anticorps. C'est-à-dire que d'habitude, quand on est vacciné,
on développe des anticorps contre le virus ou la bactérie dont on est censé être protégé par le vaccin. Hein. Et ça, on le sait depuis longtemps que les vaccins, parfois, quand ils stimulent le système immunitaire, on a tendance à vacciner, à parfois produire des anticorps qui ne sont pas seulement dirigés contre la grippe ou contre je ne sais pas quoi, on peut vous vacciner, mais aussi contre des composants de son propre corps. Hein. Et c'est ça qu'on appelle l'auto-immunité ou les auto-anticorps. Et donc, ces patients-là, après le AstraZeneca, là, avaient été capables de développer des auto-anticorps dirigés contre leurs propres plaquettes et qui faisaient qu'en fait, les anticorps liaient les plaquettes comme ça entre eux, puis ça finissait par faire justement des maillages de plaquettes comme un caillot l'aurait fait et à déclencher réellement une thrombose. Alors ça, finalement, donc on sait déjà, c'est assez à nouveau incroyable, mais on a déjà identifié le mécanisme. On ne comprend pas exactement pourquoi ça se produit, par exemple, avec le AstraZeneca plus qu'avec le Pfizer ou le Moderna. On a vu des réactions similaires, même si on a moins de recul, avec le Johnson Johnson, qui est aussi un vaccin à adénovirus. Hein. Et donc, il est possible qu'il y ait quelque chose là qui soit lié au mode de fabrication du vaccin et qui soit un vecteur spécial. Alors, on dit, est-ce que c'est parce que justement, il y a de l'ADN viral qui est aussi injecté avec le reste du vaccin et qui fait que, alors parce qu'on n'injecte pas le virus, hein, mais on injecte un morceau d'adénovirus qu'on a bricolé pour mettre l'antigène dont on veut stimuler la réaction immunitaire. Mais alors peut-être que c'est ça qui déclenche finalement cette réaction auto-immune là. Alors il y avait une question d'un participant là qui disait pourquoi on ne voit pas ça Docteur avec Le Gall, le Sputnik? Ouais. Docteur Le Gall, on va les poser après votre présentation, les Ouais, questions. ok. Ouais. Ok, pas de On problème. va vous laisser finir la présentation et ensuite on passera aux questions. Ouais. Très bien, pas de problème. Et donc alors c'est ça. Donc sur le mécanisme, on le sait, c'est des auto-anticorps dirigés contre les plaquettes. Et au début, on s'est dit, on a l'impression qu'on voit plus de femmes jeunes qui font cette réaction de thrombose cérébrale. Et en fait, on ne connaissait pas très bien le dénominateur. On voyait qu'il y avait les cas, c'était surtout des femmes jeunes. Mais si vous vous rappelez, au début, il y avait une polémique sur l'Astra en France et en Allemagne, où on avait dit, il n'y a pas de patients âgés dans les essais randomisés. On n'a pas la certitude que ce vaccin soit efficace chez les personnes âgées. Et c'est pour ça qu'il avait été positionné finalement pour vacciner pas les personnes âgées. Et en fait, qui a été vacciné très tôt en Europe si ce n'était pas les personnes âgées? C'était les personnels de santé et donc probablement beaucoup d'infirmières, femmes. Et c'est peut-être la seule explication à pourquoi on voyait plutôt une prédominance féminine jeune au départ. Hein. Mais c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, on a dit, non, ce vaccin-là, ce n'est pas pour les jeunes. Et on a mis des seuils d'âge. Alors, vous avez entendu, il y a eu du 60 ans, du 55 ans, du 45 ans, du 30 ans. Et c'est une cible mouvante. Et finalement, peut-être pour revenir encore alors, comme ce qu'on en sait pour l'instant, hein, c'est que le risque est quand même extrêmement rare, hein, c'est 1 pour 100 000. Donc ça veut dire que quelqu'un qui reçoit le vaccin AstraZeneca aujourd'hui, il a 99,999% de chances que tout se passe bien, hein, et 0,0001% de chances d'avoir cette complication-là. Et finalement, là où en est l'agence européenne, on a gardé ces histoires de cut-off d'âge, d'âge limite. Vous noterez qu'ils sont variables entre provinces ou entre pays. Et en fait, l'explication de ça, et c'est peut-être la seule chose, peut-être le seul document que je trouvais utile à partager avec vous, c'est pardon, je vais retrouver ce document tout de suite et vous le partager. Finalement, c'est un document qui a été produit par l'Agence européenne du médicament aussi et qui permet de mettre en perspective, d'une part, parce que, vous savez, c'est toujours, et c'est là que je parle avec beaucoup de prudence puis beaucoup d'humilité parce que, à nouveau, on sait très peu et puis ce qu'on dit aujourd'hui, ce sera peut-être pas la vérité de demain. Donc, il faut sûrement prendre aussi tout ce que je dis avec un grain de sel. Je détiens certainement pas la vérité parce qu'à nouveau, c'est une vérité tellement mouvante que
que ce n'est pas facile d'en dire beaucoup. Mais de ce qu'on sait pour l'instant, donc à nouveau, risque 1 pour 100 000. Puis vous avez vu à quel point au Canada, ça a été très émotif, évidemment, cette personne qui est décédée avant-hier à Montréal des suites d'une thrombose veineuse cérébrale suite au vaccin. On a moins parlé des 54 personnes qui sont mortes ce même jour de Covid. Hein. On a tendance à s'être désensibilisé de ce drame, mais qui est quand même qu'au cours du dernier mois, où des 50 personnes meurent chaque jour au Canada, et puis c'est beaucoup plus en France, où c'est beaucoup plus ailleurs aussi. On a parlé un peu de cette jeune adolescente de 13 ans qui est morte près de Toronto, juste parce que l'âge était vraiment frappant. Mais voyez, donc c'est vrai que on réagit aussi de façon très émotionnelle et de façon différente parfois aux deux côtés du risque. Et puis ça, c'était pour vous montrer à nouveau, quand on regarde par exemple, et finalement, ce que je trouve intéressant avec ce document, c'est qu'il explique pourquoi certains pays vont dire 60 ans, d'autres vont dire 30 ans. Hein. Et donc ce document, il montre ici, pour 100 000 personnes, dans le mois qui suit la vaccination, vous avez là les points rouges qui représentent une personne. Chaque point rouge est une personne qui ferait une thrombose veineuse cérébrale suite à l'injection du Covid. Et puis en face, on le met en balance avec le nombre de personnes de cette même tranche d'âge qui va être hospitalisée pour Covid dans le mois qui suit. Alors vous voyez que finalement, quand on regarde les hospitalisations, dès l'âge de 20 ans, en ce moment, le risque d'être hospitalisé pour Covid est bien supérieur au risque de faire cette thrombose veineuse cérébrale. Alors, vous pourriez me dire, bah oui, mais finalement, être hospitalisé, c'est pas si grave si c'est juste quelques jours à l'hôpital, un peu d'oxygène, etc. Et vous avez raison. Et alors, juste pour vous montrer que plus l'âge avance, évidemment, plus la différence, à nouveau, le risque n'est pas beaucoup plus faible d'avoir cette thrombose veineuse cérébrale secondaire au Astra, mais ce qui devient beaucoup plus élevé, c'est le risque d'hospitalisation pour Covid. Hein. Et si vous me disiez, oui, pardon, je saute ça pour passer ici en disant, si vous me disiez, oui, mais une hospitalisation, ce n'est pas si dramatique, ben, vous voyez ici, ça c'est les chiffres pour une hospitalisation en réanimation, par exemple. Et donc, pareil, dans le mois qui suit, ben, déjà, dès l'âge de 20 ans, le risque de quelqu'un d'être hospitalisé en réanimation va être plus élevé que son risque de faire une thrombose cérébrale. Alors, on peut aller plus loin et puis on peut dire, ben non, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le risque d'en mourir. Et là, vous voyez que, par exemple, si vous vous intéressez juste au risque de décès, ben, à 20 ans ou à 30 ans, vous avez moins de risque de mourir de la COVID que vous n'avez de risque de faire une thrombose cérébrale dans un contexte de plaquettes basses. Puis tout ce que je vous ai montré là, les trois graphes que je vous ai, alors que par contre, vous voyez, dès qu'on arrive à, mettons, 40, 50, bon, clairement, la balance se fait et, mettons, à partir de 60 ans ou à partir de 70 ans, et après, surtout mon rôle à moi, c'est surtout pas de dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont peser de façon différente leurs risques et leur niveau de confort, et ça, c'est complètement normal. Mais ça vous permet d'avoir une idée de, selon votre âge et selon l'endroit où vous vivez, de à quel point, quelle est la balance à nouveau entre ces risques. Je pense que c'est clair que si on avait un stock illimité de Pfizer et de Moderna et qu'on pouvait arrêter d'utiliser l'AstraZeneca ou le Johnson & Johnson, par exemple, c'est probablement ce qui se passerait. Dans la situation actuelle de la semaine, au moment où on se parle, on sait que si on disait, par exemple, on ne vaccine plus avec l'Astra, c'est simplement ces quelques semaines de délai en attendant qu'un autre vaccin devienne plus largement disponible, c'est ça le risque qu'on prend au bout de 4 semaines. Et vous voyez que là, je vous montrais des chiffres qui étaient des chiffres qui correspondent à des hauts taux d'infection, qui est ce qu'on a, par exemple, en ce moment au Canada globalement. Mais c'est vrai que, si vous étiez dans une province plus calme, alors je pense que là, si j'ai bien compris, la plupart des gens sont plutôt de l'Ontario ce soir, mais si vous étiez dans une province où il y avait très peu d'infections, par exemple, vous voyez que plus le risque de Covid baisse, plus l'équilibre est un peu différent. Hein. Et donc, ça explique pourquoi, par exemple, au début, le Canada avait dit 55 ans, mais quand on a vu que la troisième vague nous frappait de façon vraiment très forte,
là, les autorités de santé ont dit, ben non, mais probablement, on a tendance, on devrait même réduire l'âge minimum parce que le risque d'avoir une complication très grave de la COVID est très clairement supérieur en ce moment au risque d'avoir une thrombose veineuse cérébrale à cause du Astra ou du Johnson. Alors, je sais que c'est un peu compliqué, mais mais à nouveau, c'est vraiment cette balance qui finalement est une balance qu'on fait à chaque fois que vous acceptez de prendre un médicament. Hein. Parfois, en tant que médecin, on passe pas assez de temps à expliquer ces choses-là. C'est vrai qu'habituellement, on rentre même pas le plus souvent dans des discussions sur des effets secondaires qui sont aussi rares. Mais à nouveau, effectivement, c'est d'une part extrêmement médiatisé, d'une part potentiellement sérieux. Hein. Au début, quand on parlait de ces thromboses cérébrales post-vaccination, on citait un taux de mortalité qui était dans les premières séries de 30-40%, mais parce que à ce moment-là, on n'avait pas encore identifié le problème et du coup, on ne savait pas non plus comment prendre en charge ces patients-là. Je pense que pour les peu de cas qu'on a eu au Canada, la mortalité est moindre, c'est évident, et on a l'impression quand même que maintenant qu'on a mis en place des protocoles de soins qui tiennent compte du fait que c'est ces auto-anticorps, antiplaquettes, et que donc on traite les choses différemment, probablement la mortalité est un peu moindre de ce côté-là aussi. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Je sais que c'est technique et compliqué. Puis je suis content de revenir sur des points précis pendant la période des questions. Et ça, pardon, c'est sur le site de l'IMIA, donc c'est quelque chose qui est facile à retrouver si vous voulez le regarder à tête reposée et regarder vraiment en fonction de votre âge et puis de la situation épidémique. Vous savez, des fois, j'ai des patients qui me disent, moi, de toute façon, je suis à la maison, je vois personne, je suis complètement isolé. Alors du coup, je dis, OK, si vous pensez que vous pouvez attendre et puis que votre risque de contamination est très faible, faites ça, vous pouvez attendre. Vous voyez, si quelqu'un dit, non, moi, mon conjoint travaille à l'hôpital ou moi, je vais au travail chaque jour, etc. Bon, là, il faut qu'il travaille avec ces chiffres-là. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour le petit exposé et puis on peut commencer avec les questions. Avec les questions. Merci beaucoup, Dr. Legal. C'était très intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Et je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler ce soir. Nous avons pas mal de questions donc, qui sont arrivées en amont de la réunion de ce soir. Donc, on va commencer avec celles qui sont un petit peu plus complexes. Donc, nous avons une question d'un de nos concitoyens ou une concitoyenne qui nous demande, donc qui discute de la survenue des thromboses signalées avec les vaccins AstraZeneca et Johnson, qui sont donc 2 vaccins à vecteur adénoviral, donc le AD5 pour AZ et le AD26 pour Johnson. Donc, il semble bien sûr, comme vous venez de nous l'expliquer très clairement, qu'il y a un lien entre la survenue de la thrombose et de ces adénovirus. La question est, comment se fait-il, à votre avis, que des thromboses ne soient pas signalées avec le vaccin Sputnik, Sputnik 5 en l'occurrence, qui lui aussi contient les 2 adénovirus? Ouais, alors heureusement, vous l'avez, je ne sais pas qui l'a posé, mais vous l'avez posé avant la réunion de ce soir, parce que sinon j'aurais fait un blanc complet. Je ne sais pas. En fait, c'est certain qu'on a moins de recul et puis que je ne sais pas, le Sputnik n'a pas été largement utilisé pour l'instant dans des pays où il y a un système de pharmacovigilance. Mais c'est tellement rare que à l'échelle, même à l'échelle d'un pays de taille, bon, c'est très possible. D'ailleurs, vous voyez, même l'Angleterre, par exemple, au début, c'est les Allemands qui ont reporté ça en début. Et l'Angleterre a dit, oh oui, on a regardé, on a 4 cas, et puis c'est tout. Hein. Et puis finalement, quelques semaines plus tard, en regardant de plus près et en y pensant, je pense, finalement, ils en avaient beaucoup, beaucoup plus. Hein. Donc, on voit que c'est très facile vous voyez, la pharmacovigilance, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Vous voyez, vous imaginez, il y a 300 000 personnes qui se font vacciner chaque jour au Canada ces temps-ci, et puis il y en a qui tombent malades, et puis ils se cassent un pied, ils font une pneumonie, ils font une méningite, Alors, est-ce que vous commencez à tout blâmer sur le vaccin juste parce qu'ils ont été vaccinés dans le mois qui vient de se passer? Parce que vous imaginez, sur une semaine, c'est 1 million, 2 millions de personnes.
Et donc, ces gens-là ont des problèmes de santé. Et donc, ce qui est très, très difficile en pharmacovigilance, c'est comment détecter un vrai signal par rapport à quelque chose qui est juste le fruit du hasard et que finalement, vous voyez. Alors, je ne sais pas si les pays qui ont utilisé le Sputnik pour l'instant ou le nombre de vaccinations qui ont été faites permettent de détecter ce signal. C'est ma moins pire réponse pour l'instant. Et puis, je pense qu'il faut rester attentif à ce qui va se passer avec ça. Je sais que la Hongrie, par exemple, a commencé à l'utiliser. Donc, ça veut dire que ça devrait commencer à remonter à l'Europe et que peut-être qu'on en saura plus. Merci beaucoup. Effectivement, moi, en fait, avant cette question, je n'avais jamais entendu parler du vaccin Sputnik 5. Donc, ouais, et il y a un virus chinois aussi qui est adénovirus, en fait. Un des deux des quelques virus chinois. Ouais. Donc, une autre question concerne, est-ce qu'il se pourrait que le virus de la COVID augmente du coup les risques d'accidents vasculaires? Donc, vous en avez un petit peu parlé dans votre présentation, oui. Mais est-ce qu'on peut conclure donc aujourd'hui que ce virus de la COVID augmente sensiblement les risques d'accidents vasculaires? Oui, très clairement, très clairement. Alors, à nouveau, très clairement, accident veineux de façon majeure, 10% des hospitalisés, 25% des gens qui vont en réa, mais on voit aussi des 2, 3, 4% d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux chez les gens qui sont hospitalisés pour Covid. Ok. Non, ça, c'est important de le savoir parce que, par exemple, moi, je n'étais pas au courant que ça augmentait ces risques. Donc, merci. Donc, nous avons quelques autres questions qui sont rentrées et on a un groupe sur les antécédents. Donc, nos concitoyens aimeraient savoir si les personnes qui ont présenté les thromboses après la vaccination, est-ce qu'elles avaient alors, je vais les poser tout ensemble parce qu'en fait, on va parler de tous les antécédents. Donc, est-ce que ces personnes-là avaient par hasard des antécédents de thrombose ou d'autres antécédents particuliers? Est-ce que les varices sont un antécédent? Est-ce que c'est un facteur de risque? Et est-ce que le facteur 5 de Leiden pourrait aussi être un facteur qui entraînerait une thrombose si la personne prend le vaccin? Ouais. C'est ça. Alors, nous, c'est sûr que moi, en tant que médecin de thrombose, c'est un des premiers trucs que je me suis dit, zut, qu'est-ce qu'on va faire pour nos patients? Et en fait, donc maintenant, le dernier rapport de l'Agence européenne, il porte quand même sur 220 cas de thrombose atypique. Alors, il y a 170 qui sont cérébrales et puis il y a une cinquantaine qui sont aussi, on n'en a pas parlé, mais de thromboses qu'on dit splanchniques, là, qui sont des thromboses de la veine porte, qui sont pareil, des localisations assez rares de thrombose. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à identifier de profil à risque. Et en particulier, on n'a pas vu que ce soit en particulier chez des patients qui aient déjà fait des thromboses ou qui aient le facteur de 5 de Leiden ou d'autres prédispositions à la thrombose. Alors ça, c'est rassurant. Et à la fois, alors au début, je me disais, oui, mais sur des si petits chiffres, il faut garder une prudence, et ça, c'est vrai. Mais quand même, justement, le fait que le mécanisme soit tellement différent, c'est un mécanisme vraiment immunitaire, aigu, tout ça, qui fait que probablement que vous ayez fait une thrombose ou pas dans le passé, ça va rien changer. C'est ou bien vous faites cette réaction immunitaire-là, ou bien vous la faites pas. Ok. Oui, parce que donc ça, c'est quand même quelque chose où on rassure beaucoup nos patients, alors que par contre, côté Covid et thrombose, là, c'est certain que quelqu'un qui a déjà fait une thrombose dans le passé, il est plus à risque de faire une thrombose s'il va être hospitalisé pour Covid. Oui, en fait, c'est des thromboses qui sont très, très différentes. En fait, l'une n'a rien à voir avec l'autre. Exactement. Ce n'est pas du tout la même chose que l'hypercoagulabilité de quelqu'un qui justement aurait un facteur 5 de Leiden et qui donc a plus tendance à coaguler que quelqu'un d'autre, ou vous voyez, ou qui a d'autres gènes qu'on ne connaît pas, etc. Ou des varices, comme vous avez dit, qui, c'est vrai, peuvent être un facteur de risque de thrombose aussi. Là, non, c'est complètement autre chose. C'est plutôt rassurant pour nos concitoyens, en tout cas, malgré le sujet quand même difficile dont on parle aujourd'hui. Et donc, du coup, en suivi de cette question-là, est-ce que pour des personnes qui ont des antécédents, est-ce que vous recommandez d'ores et déjà un autre vaccin, comme par exemple le Pfizer? Ou est-ce qu'on reste sur… Du tout. Non. Donc, pour l'instant, à nouveau, dans la situation, par exemple, ontarienne, on a dit très clairement, non, ce n'est pas une raison de choisir un plutôt qu'un autre. Non. Donc ça, c'est bon à savoir parce que c'est une question qui est revenue quand même plusieurs fois.
Ensuite, donc, on a discuté des facteurs de risque et des antécédents. Un de nos concitoyens nous demande, est-ce qu'on peut détecter et prévenir donc ces thromboses? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui nous permettraient d'être déjà au courant de ce qui va nous arriver? Alors, ouais, c'est ça. Donc, non, c'est-à-dire au sens où avant d'avoir le vaccin, on n'est pas capable de dire qui parmi nous ou qui dans un groupe de 100 000 personnes va être celui qui malheureusement aurait cette complication-là. Alors après, une fois qu'ils ont pris le vaccin, c'est des signes avant-coureurs. Ouais, alors en général, donc on dit maintenant que les symptômes arrivent pas avant le 4e, 5e jour, et puis que ça peut arriver jusqu'à 3 semaines après. Et donc, si c'est une thrombose veineuse cérébrale, bah, finalement, ça va donner des maux de tête intenses, parfois un peu comme une migraine, mais vraiment des maux de tête qui sont plutôt inhabituels. Parfois nausées, vomissements, parfois des troubles visuels, parfois des symptômes neurologiques vraiment, c'est-à-dire un bras qui bouge moins bien, on n'est plus capable de parler, on n'est plus comme si on faisait justement un accident vasculaire cérébral. Et dans ces thromboses abdominales, là, ce serait une douleur abdominale pareille, alors plutôt du côté du foie ou plutôt globale, disons, avec une sensation de ballonnement, des crampes, nausées, vomissements, troubles du transit, etc. Ça, c'est vraiment bon à savoir pour l'audience. Moi, j'ai eu le vaccin AstraZeneca et on parlait déjà de ces problèmes de thrombose. Et alors, moi, on m'a recommandé de prendre pendant 14 jours une dose de bébé aspirine. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous recommandez? Non, moi, j'aurais pas fait ça. Parce que d'une part, ben, on ne sait pas. Alors, bon, après ça, moi, j'y connais moins, mais je sais que les vaccinologistes ou les immunologistes, ils n'aiment pas forcément qu'on prenne des médicaments qui soient anti-inflammatoires comme ça après une vaccination. Et puis l'autre chose aussi, c'est que comme ça fait baisser, je ne pense pas que ce serait efficace de toute façon pour prévenir quoi que ce soit. Ce n'est pas non plus complètement anodin sur le plan du risque hémorragique. Oui. Et donc, à nouveau, quand votre risque est de 1 pour 100 000, probablement le risque d'avoir une complication, même d'une aspirine de bébé, est probablement supérieur. Non, mais c'est bon à savoir parce que c'est un pharmacien qui m'a recommandé ça. Je ne le nommerai pas. Non, mais ouais, mais je vois bien, mais non, en tout cas, moi, je ne pense pas que je recommanderais ça. D'accord. Et donc, justement, nous avons une question par rapport au traitement. Quels sont les traitements développés pour soigner donc les personnes atteintes de cette thrombose très étrange et très inhabituelle? Ouais. Eh bien, en fait, donc, pour vous dire, oui, je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure, mais elle est très étrange et très inhabituelle, mais elle ressemble beaucoup à ce qu'on appelle, nous, la thrombopénie induite par l'héparine. Et en fait, quand vous recevez un traitement par héparine, après une chirurgie ou parce que vous avez fait une thrombose, ben on avait une faible proportion de patients, là aussi, mettons 1 pour 1000 ou un peu moins, qui développaient une espèce d'allergie à l'héparine qui provoquait aussi l'apparition de ces anticorps antiplaquettes-là et qui faisait faire aussi comme ça des caillots un peu bizarres. Pas forcément cérébraux d'ailleurs, ce qui fait que moi, vraiment, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est dans la tête. Mais bon. Et ça, on savait que d'une part, il ne fallait pas donner d'héparine. Et là, on s'est aperçu que chez les gens qui post-vaccination, certains, justement, quand on leur mettait de l'héparine pour traiter le caillot, finalement, on mettait de l'huile sur le feu, entre guillemets. Et on aggravait encore cette réaction des anticorps. Et donc, on sait que ces patients-là, il ne faut pas leur donner d'héparine, alors que ce serait notre tendance naturelle de dire, ah, tiens, il a un caillot, on va lui donner de l'héparine. Et souvent, et donc on recommande aussi maintenant de leur donner ce qu'on appelle des immunoglobulines polyvalentes, qui est un médicament où en fait on fait une perfusion d'anticorps, qui sont des anticorps qui sont capables d'aller capter les autres anticorps que vous avez qui circulent dans votre système. Et qui est un traitement qu'on utilise justement pour beaucoup de maladies auto-immunes, c'est-à-dire que chez des patients qui ont développé des anticorps dirigés contre leurs nerfs, par exemple, et qui font une atteinte neurologique auto-immune, on leur donne ces anticorps-là polyvalents
qui vont aller capter ces anticorps-là et éviter qu'ils continuent à agresser les nerfs ou qu'ils continuent à agresser un autre organe. Et donc, c'est ça qu'on fait aussi chez les patients qui ont ce syndrome post-vaccination. On leur donne des immunoglobulines pour aller essayer de rattraper ces anticorps-là. Et on leur donne aussi un traitement anticoagulant pour éviter que le caillot ne progresse et ne s'aggrave, mais en évitant l'héparine. OK. Bon, c'est bon à savoir qu'il y a un traitement et que les médecins sont au courant et que si jamais ça nous arrive, on sera bien soigné. Donc, Oui, merci et ça, beaucoup. vraiment, au niveau du Canada, le maillage a été fait. On a une société avec un excellent site internet d'ailleurs que je vous recommande, qui s'appelle Thrombose Canada, tout Bon, simplement. on va le mettre, oui, on l'enverra on enverra le lien dans le suivi de ce webinaire ce soir. Donc, OK, c'est vraiment et on bien. le met à jour vraiment quasiment quotidiennement avec les nouvelles informations, et y compris des outils comme ça de repérage des symptômes de ce qu'on appelle ce VITT, là, Ouais. qui est le nom du syndrome. Non, mais c'est très rassurant parce qu'effectivement, ça a été tellement médiatisé que plus personne ne sait quoi penser. Donc, c'est vraiment bien que vous soyez là avec nous ce soir. Et moi, de mon côté, j'ai une dernière question que je vais vous poser et ensuite, Yann regardera dans le chat si on a d'autres questions qui n'ont pas été posées, puisqu'on a encore un petit peu de temps, on a encore 10 minutes. Donc, on passera aux questions qui ont été posées pendant la séance. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un site que l'on peut donner au public qui documente l'ensemble des effets secondaires mis en plus des thromboses? Donc, non seulement les effets secondaires des thromboses, mais d'autres effets secondaires qui pourraient être apparus donc, suite aux diverses vaccinations. Ouais, oui, ça, vraiment, je pense que c'est l'Agence européenne du médicament, par exemple, a fait vraiment des efforts de transparence inégalés, là. Et en fait, si vous allez sur le site de l'Agence du médicament, pareil, je peux vous donner le lien aussi, mais il y a vraiment un endroit où on peut accéder à toute la base. Je peux vous partager encore ça. Hop, vous allez voir ça tout de suite. Voilà, vous voyez, donc c'est le site de l'Agence européenne du médicament. OK. Et donc, vous avez la base de tous les médicaments, d'ailleurs, hein, pas seulement des vaccins de Covid. Vous pouvez regarder n'importe quel médicament en Europe. Et puis, vous voyez, là, c'est la liste des médicaments en C. Bon, d'accord, je descends jusqu'au Covid. Alors, je suis descendu trop bas. Voilà, Covid, AstraZeneca, par exemple. Et je vais accéder finalement à un site où tous les effets secondaires qui ont été remontés par les médecins ou par les patients, parce que les patients ont aussi la possibilité de les rapporter, vont être listés là. Alors le problème souvent, c'est que c'est un peu hermétique, quoi, parce que à nouveau, comme je vous dis, il y a des médecins qui vont dire, dans le moindre doute, même si c'est peut-être une association fortuite, je préfère la rapporter. Et c'est comme ça que petit à petit, on va construire un cas en disant, tiens, là, on a un signal, comme on dit, c'est-à-dire on voit trop de telle ou telle manifestation par rapport à ce qu'on aurait dû attendre dans une population normale. Bon, désolé, évidemment, que je fais le test et puis ça ne marche pas, là, mais c'est ma connexion. C'est bien parce que maintenant, on a le lien et on enverra le lien à nos participants suite à la réunion. Écoutez, merci beaucoup, Dr Legal. Moi, j'en ai fini avec mes questions et je vais passer la parole à Yann Alexandre, qui a regardé un petit peu dans le chat ce qu'il se passait. À toi, Yann. Merci, Solange. Merci, Solange. Je vous en prie. Alors, tout premièrement, je voulais remercier Dr Legal. Alors, je souhaite souligner la contribution de tous nos médecins, l'ensemble de vos collègues, mais aussi l'ensemble du personnel hospitalier. Alors, du fond du cœur, on vous remercie. Vous avez été dans les tranchées. J'ai été un témoin de l'extérieur. Alors, au nom de tous nos participants, on voulait vous remercier de votre contribution. Alors, je vais y aller en rafale, Dr Legal. Je sais que vous êtes capable. Alors, Alors ici, la première question que je vois, l'adénovirus. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu, revenir là-dessus? Ensuite, pour nos compatriotes qui font l'aller-retour régulièrement entre la métropole et l'Ontario, pour ceux qui ont déjà eu des antécédents de thrombose liés au voyage, est-ce qu'il y a un risque de se faire vacciner? Alors, non, voilà, au contraire, je dirais que
Ouais, si quelqu'un a déjà fait une thrombose, au contraire, pour moi, c'est une autre raison de se faire vacciner. D'ailleurs, en France, quand on prend le listing la classification des patients à risque, et aussi en Ontario, d'ailleurs, pour l'instant, ils sont en train de vacciner les patients qu'on dit à très haut risque. Donc ça, c'est les patients qui ont un cancer ou les patients qui ont eu une greffe de moelle, par exemple. Ensuite, ils vont passer aux patients à haut risque. Et ensuite, il y a une troisième groupe qui s'appelle les patients à risque. Et là, les patients qui ont déjà fait une thrombose seront priorisés pour le vaccin. Et en France, c'est le cas aussi, y compris pour les gens qui ont fait des thromboses cérébrales. Ils sont dès maintenant éligibles à la vaccination. Et la question d'avant, c'était l'adénovirus. Ouais, sur celle-là, ben on va pas, moi, peut-être qu'on devrait passer sur celle-là, parce que je sais que vous avez quelqu'un d'autre qui va intervenir sur les vaccins et qui va certainement connaître ça mieux que moi. Une autre question, alors je continue en rafale. Si l'injection se fait par mégarde, en partie dans une veine plutôt que le muscle, est-ce que cela peut favoriser des thromboses? Alors, non, pas avec le vaccin. Il y a des médicaments qui font ça, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a des médicaments qu'il ne faut pas injecter dans les veines, mais pas en particulier avec le vaccin, non. Je pense pas, on n'a pas dit ça. L'autre question que j'ai qui n'est pas liée aux thromboses, mais quelqu'un posait une question. Il y a un écart assez important entre le premier vaccin et le deuxième. Il y a un écart de plusieurs mois. Est-ce que vous avez eu des échos au niveau de votre CHU à savoir est-ce que c'est recommandé? C'est quoi la situation? Ouais, Il y a des inquiétudes à savoir ici, ouais, quelqu'un qui a été vacciné au mois oui, je suis d'avril, d'accord. normalement le prochain sera au mois de juin, juillet. Ouais, ouais. Ah oui, c'est sûr que là, ben, on est un peu dans une zone grise, hein, c'est-à-dire que le Canada est le seul pays qui fait ça. Bon, c'est un choix qui permet qu'on a vraiment rattrapé notre retard, entre guillemets, et que maintenant on arrive à 31% et que probablement assez vite, on va même rattraper les États-Unis, je pense, en termes de population qui a reçu au moins une injection. Mais c'est clair que, y compris nous à l'hôpital chaque jour, bon, moi, ça fait plus de 2 mois que j'ai eu le vaccin. Et on n'a pas, on n'a pas de données réelles finalement, puisque personne n'a été, on est vraiment à l'avant de la vague, c'est-à-dire on est les premières personnes qui avons été vaccinées il y a aussi longtemps. Et alors pour l'instant, ce que je peux partager, c'est qu'à l'hôpital d'Ottawa, par exemple, il n'y a aucun médecin ou infirmière qui a été sévèrement malade ou qui aurait été hospitalisé malgré avoir été vacciné il y a maintenant 2 mois et demi, hein. Donc moi, c'est pareil, je vais avoir mon vaccin mi-juin. Alors je sais qu'il y a des études en cours où ils continuent à mesurer les taux d'anticorps, par exemple de façon périodique, chez des Canadiens qui ont été comme ça vaccinés maintenant il y a plusieurs semaines. Et je sais que le comité aviseur sur la vaccination suit ça de très près, mais c'est clair que c'est une inquiétude. Mais alors après, il y a des vaccinologues qui vont vous dire qu'en fait, plus on attend, mieux c'est en termes de réponse immunologique en général, pas spécifique au Covid, évidemment, puisque ça, on ne sait pas. Bon, donc l'avenir le dira, je pense. Solange et Thomas, j'ai d'autres questions, mais qui sont plus individuelles. Je sais que Dr. Le Gall va y répondre séparément, pas à l'intérieur de la Oui, conférence. si c'est des questions complètement personnelles, on ne va pas les Plus poser individuelles, voilà. Voilà. On va y répondre séparément. Oui, Voilà, bien on sûr. recommande d'envoyer les questions personnelles sur le courriel de Francine Watkins et le docteur Le Gall se fera un plaisir d'y répondre directement. Thomas, je te laisse reprendre la main. Oui, merci, c'est parfait. Je sais qu'on est limité dans le temps et certaines personnes, voilà, donc merci en tout cas pour ce temps. On va essayer d'adresser vraiment toutes les questions le plus rapidement possible et en attendant, je vais laisser la place à Francine pour la conclusion. Merci Thomas. Donc j'aimerais remercier le docteur Grégoire Le Gall pour cet éclairage sur un sujet qui est source d'inquiétude pour de nombreux compatriotes et pour le grand public. Donc cette conférence s'inscrit dans le cadre de réunions d'information que j'ai organisées tout au long de mon mandat pour vous tenir au courant des questions vous concernant et vous impactant. J'aimerais également vous informer que le 4 mai prochain, soit mardi prochain, de 18h30 à 19h30,
le docteur Éric Bouffet, professeur de pédiatrie à l'Université de Toronto et directeur du programme de neuro-oncologie pédiatrique de l'Hôpital des enfants malades de Toronto, viendra nous parler de la COVID-19 et ses variants, évolution, risques et vaccination. Le samedi 8 mai, le sénateur Jean-Yves Lecomte sera parmi nous de 11h à 12h30, heure de Toronto, et interviendra sur le thème fiscalité, retraite et carte vitale, le point. Réservez dès maintenant ces dates dans votre calendrier. J'aimerais vous rappeler quelques dates électorales importantes. Pour la première fois, vous allez pouvoir voter par Internet du 21 au 26 mai, à compter et jusqu'à midi, heure de Paris. Pour ce faire, vous devez avoir un ordinateur ou une tablette et un téléphone cellulaire. Un identifiant vous sera envoyé sur votre adresse de courriel et l'autre par SMS sur votre téléphone portable. Il vous faudra ces 2 codes pour pouvoir voter. Assurez-vous lorsque vous recevrez ces codes de les prendre en photo ou de les inscrire car ils n'apparaîtront qu'une seule fois. Vous pourrez également voter par procuration et à l'urne le 29 mai, soit au Consulat général de France à Toronto et à l'ambassade à Ottawa. Pour la première fois également, vous pourrez établir une procuration en ligne. Si vous avez besoin d'aide à propos des modalités de vote, n'hésitez pas à nous écrire à francinewatkins2021@gmail.com ou consulter notre site internet francinewatkins2021.com. En conclusion, je vous donne rendez-vous le 29 mai à l'occasion des élections consulaires. J'espère que nous pourrons compter sur votre soutien et continuer à vous servir au cours des 5 prochaines années. Dans l'intervalle, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous remercie. Parfait, merci à tous. Excellente soirée. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci, Dr. Le Gall. Merci beaucoup, Dr. Le Gall.